Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il existe 4 types de systèmes de second ordre qui sont caractérisés par la plage de valeurs de xi, donc qui donnent des systèmes sous-amortis, hyperamortis, critiquement amortis et non amortis. Et dans les vidéos suivantes, nous allons passer au crible chaque type de système pour essayer de faire un lien entre les paramètres canoniques et les critères de performance qui définissent ces systèmes, qui caractérisent ces systèmes. Donc il s'agit des critères de performance temporelle. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les systèmes sous-amortis, c'est-à-dire ceux qui sont caractérisés par un facteur d'amortissement xi compris strictement entre 0 et 1. Donc strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que 1. Donc dans ce cas-là, l'expression des racines est donnée par cette expression-là. Et avant de passer à l'expression des critères de performance, nous allons définir quelques paramètres importants. Lorsque vous allez placer ces deux pôles complexes conjugués sur le plan complexe conjugué, comme nous l'avons fait ici, donc les pôles qui ont une partie réelle moins xi oméga n et une partie imaginaire que je notais ici par oméga p et qui est égale en fait à oméga n fois cette racine, en fait, on peut voir les deux choses suivantes. Première chose, c'est que dans ce triangle rectangulaire formé ici, l'angle alpha que vous avez ici, il dépend en fait du facteur d'amortissement. En fait, le cosinus de cet angle est exactement égal au facteur d'amortissement, à xi. Donc ça, on peut le déterminer à partir de ce triangle rectangulaire, ou que le sinus de cet angle est en fait exactement égal à cette racine. Également, nous pouvons voir que la longueur du segment qui relie le pôle à l'origine est égale exactement à la pulsation naturelle, exactement à oméga n. Donc ce sont des choses, des paramètres qui seront importants à retenir parce que les critères de performance temporelle dépendent de quelques-uns de ces paramètres. Maintenant, si vous appliquez sur un système caractérisé par xi compris entre 0 et 1, si vous appliquez un échelon d'amplitude U0 en entrée, la réponse du système, l'expression de la réponse du système sera celle que vous avez ici, et on peut la déterminer en faisant tout simplement une décomposition à élément simple de la transformée de la place de la sortie. Donc je ne vais pas reprendre cette décomposition, il suffit de me croire sur parole. Et en fait, on peut analyser déjà les expressions, l'expression de la valeur initiale et de la valeur finale. En fait, la valeur initiale, ça sera l'expression de y de la sortie lorsque le temps sera égal à 0. Et en fait, si dans cette expression, on remplace t par 0, vous allez avoir cette expression-là qui sera égale à 1, parce que exponentielle de 0 est égale à 1. Et ensuite, là-dedans, si t égale à 0, donc vous n'allez pas avoir ce terme-là, vous allez avoir juste sinus de alpha, et en fait d'ici, sinus de alpha est égal à cette racine-là, et donc on voit que dans ce cas-là, ce sinus va se simplifier avec cette racine, et donc ce que vous allez avoir dans la parenthèse, c'est 1 moins 1 qui s'annule, et donc y de 0 sera égal à 0. Donc y de 0 est égal à 0. Et puis, lorsque le temps tend vers l'infini, ou la valeur finale, si votre système est stable, c'est-à-dire si xi est compris entre 0 et 1, c'est le cas, le système sera stable. Dans ce cas-là, cette exponentielle s'annule, et donc tout ce qui est multiplié avec sera égal à 0, et ce qui vous reste, c'est tout simplement U0 fois K. Donc si je reprends exactement l'expression de la sortie, sans la modifier, et pour un certain jeu de paramètres K, Xi, oméga n et U0, on peut tracer cette expression de la sortie, où on voit bien que la réponse à l'échelon est oscillante, donc vous avez des oscillations. Et donc on va essayer de faire le lien maintenant entre les critères de paramètres temporels, entre les critères de performance temporelle définis au début du cours et les coefficients comme K, Xi, oméga n, on pourra tirer les conclusions suivantes. Déjà, la caractérisation du régime permanent
est identique au cas précédent, c'est-à-dire qu'un régime permanent, la sortie est égale tout simplement au produit K fois U0, où U0 c'est l'amplitude de l'entrée et K c'est le gain statique de votre système, de votre fonction de transfert. Si on regarde à définir le temps de réponse, donc pour rappel, le temps de réponse c'est le temps que prend le système pour rentrer pour la dernière fois dans une bande de 5%, de 2% autour de la valeur finale, donc ça dépend de l'application. Et dans cette image, le temps de réponse est représenté de cette façon-là. En fait, pour ces systèmes, il n'existe pas une expression analytique qui vous permette de quantifier le temps de réponse. C'est pour ça qu'on trace plutôt une ABAC qui va vous permettre de calculer le temps de réponse. Et cette ABAC, vous l'avez dans cette diapo. Et cette ABAC, elle représente ce qu'on appelle le temps de réponse normalisé. Le temps de réponse normalisé va vous permettre de déterminer ce temps de réponse non normalisé, mais comment est-ce qu'est représentée cette ABAC? En fait, sur les abscisses, vous avez le facteur d'amortissement, et sur les ordonnées, vous avez le temps de réponse normalisé, qui est en fait le produit entre le temps de réponse et la pulsation naturelle. Et donc, si on va s'intéresser au temps de réponse à 5%, on peut regarder sur la courbe bleue. Et si on s'intéresse au temps de réponse à 2%, on va regarder la courbe rouge. Et comment est-ce qu'on utilise cette ABAC? En fait, par exemple, en connaissant la valeur de xi et de oméga n, on pourra déterminer le temps de réponse de la manière suivante. Si par exemple, on imagine que vous avez un facteur d'amortissement de 0,4. 0,4 qui se retrouve ici. Dans ce cas-là, le produit TS fois oméga n sera grosso modo un peu moins de 8. Pour faire simple, je vais dire que c'est 8. Donc si on prend le temps de réponse à 5% ou à 2% par exemple, dans ce cas-là, le temps de réponse sera approximativement 8, donc le temps de réponse normalisé. Et donc si vous avez une valeur numérique de oméga n qui est connue, dans ce cas-là, TS sera tout simplement 8 divisé par ce oméga n. Si vous avez un autre facteur d'amortissement, vous allez prendre le facteur d'amortissement qui vous intéresse. Puisque nous sommes sur cette ABAC qui vous montre comment est-ce qu'on peut déterminer le temps de réponse en fonction de oméga n et de xi, on va regarder ici aussi et on va remarquer que nous avons, pour un oméga n donné, nous avons le temps de réponse le plus court lorsque le facteur d'amortissement est égal à 0,7. Donc pour un facteur d'amortissement de 0,7, le temps de réponse à 5% d'un système de second ordre sera le plus court possible. Donc pour un oméga n donné, bien sûr. Et donc on voit que dans ce cas-là, pour xi est égal à 0,7, le produit TS fois oméga n est égal approximativement à 3. Et donc dans ce cas-là, on va dire que pour un xi de 0,7, vous allez avoir un temps de réponse le plus court possible et il sera égal à 3 divisé par oméga n, puisque TS fois oméga n sera égal à 3. Maintenant, si on s'intéresse au dépassement et au temps de pic, donc c'était deux autres critères de performance temporelle, on peut les obtenir en faisant les manipulations mathématiques suivantes, que je ne vais pas les détailler, mais je vais juste expliquer comment est-ce qu'on les obtient. Donc pour obtenir le temps de pic, ce qu'on va rechercher, en fait, on va rechercher à quel moment de temps est-ce que la dérivée s'annule, donc la dérivée à cette courbe, ou la tangente à cette courbe, plutôt, s'annule pour la première fois. Et la tangente à cette courbe, c'est en fait la dérivée de cette expression, de l'expression de cette courbe. Et l'expression de cette courbe est en fait celle-ci. Donc ce qu'on peut faire, c'est calculer la dérivée de cette expression-là et regarder pour quel instant de temps t cette dérivée s'annule. En fait, elle va s'annuler plusieurs fois, puisqu'en fait, ici, vous avez un sinus. Et donc, comme sinus est périodique, vous allez avoir annulation de cette dérivée plusieurs fois. Mais on va regarder uniquement l'annulation première. Donc, c'est-à-dire, on va essayer d'attraper le premier pic.
Et dans ce cas-là, vous allez retrouver que cette expression, ou que le temps pour lequel cette dérivée s'annule, c'est égal exactement à pi divisé par oméga p, où oméga p, donc le oméga p que vous avez ici, c'est en fait égal à cette expression-là. Donc oméga n multiplié par racine de n moins xi au carré. Maintenant, si vous remplacez Tp dans cette expression, donc à la place de t, vous allez obtenir la valeur de la sortie maximum. Puisque là, vous avez, à cet instant de temps, vous allez obtenir la valeur maximum. Et comme la valeur continue ou la valeur finale de la réponse c'est k fois u0, si on divise les deux côtés par k fois u0, vous allez avoir en fait le pourcentage de cette distance-là. Pardon, si... oui, c'est ça. Donc vous allez avoir le pourcentage de cette distance-là par rapport à cette distance-là. Et donc, vous allez obtenir l'expression du dépassement. Si on le multiplie avec 100%, bah vous allez obtenir le dépassement 1%. Et il se retrouve que cette expression, l'expression du dépassement, est celle que vous avez ici. Et ce qui est intéressant ici à remarquer, c'est que ce dépassement, le premier dépassement qui est le plus grand généralement, et pour les cas des systèmes de second ordre, c'est le plus grand, ce dépassement dépend uniquement du facteur d'amortissement, uniquement de xi. Le critère de performance suivant qu'on avait défini, c'était la période d'oscillation. Et en fait, la période d'oscillation, c'est exactement cette période-là que vous avez ici. En fait, c'est la période correspondante à cette pulsation. Et donc, la période à partir d'une pulsation, c'est 2pi divisé par la pulsation. Et comme la pulsation oméga p, c'est en fait le produit oméga n avec cette racine, vous pouvez déterminer que la période, c'est exactement 2pi sur oméga n racine de n moins xi au carré. Donc, on peut remarquer aussi que le temps de pic est en fait 2 fois plus court que la période de pulsation. Et dernier critère de performance temporelle qui a été défini, c'est le temps de montée. Pour les systèmes de second ordre non amortis, le temps de montée est défini comme étant entre le moment où on applique l'échelon et le moment où on croise pour la première fois la valeur finale. Donc où la sortie croise la première fois la valeur finale. Et dans ce cas-là, on peut déterminer à partir de cette équation la valeur du temps pour laquelle y devient pour la première fois égal à u0k, ou tout simplement quand est-ce que cette expression s'annule pour la première fois. Et ceci apparaît, donc on retrouve que ceci apparaît lorsque le sinus s'annule, et donc si on sort t d'ici, on va retrouver que ce t correspond à ceci, où alpha, encore une fois, c'est arcosinus du facteur d'amortissement xi. Voilà donc comment est-ce que nous pouvons relier tous les critères de performance temporelle qui ont été définis au début du cours et les paramètres de la fonction de transfert oméga n, xi et k. Donc, dorénavant, si vous connaissez la fonction de transfert du système de second ordre, vous allez pouvoir directement, à partir de cette fonction de transfert, définir tous les critères de performance sans faire une décomposition en éléments simples, sans tracer même la réponse de votre système. Vous allez pouvoir définir quels sont vos critères de performance de ce système.